Aujourd'hui, Allen est plus riche que Crésus et Gates plus riche qu'Allen. Aujourd'hui, la micro-informatique se situe au 3e rang mondial des secteurs les plus rentables, après le pétrole et la drogue. Mais le plus incroyable, c'est que tout a commencé par hasard, parce qu'une poignée de bidouilleurs cinglés d'informatique voulaient épater leurs amis. Ah, la Californie. Le soleil, le rock, les voitures décapotables et la Silicon Valley, berceau de la révolution micro-informatique qui a bouleversé notre façon de vivre, de travailler, de communiquer et d'amasser des fortunes. J'ai eu la chance phénoménale de me trouver exactement au bon endroit, à Silicon Valley, exactement au bon moment, quand cette invention a pris corps. On ne s'imaginait pas qu'on irait loin. On l'a fait pour s'amuser, même si on allait sûrement perdre de l'argent, et pour se vanter d'avoir créé une entreprise. On était sûr de rien. On espérait seulement avoir vu juste, que les PC allaient avoir du succès. Quand je pense à la façon dont les ordinateurs individuels se sont intégrés dans le tissu de la vie quotidienne, je me dis que nous avons surfé sur la vague. Et quelle déferlante! Les pionniers de la révolution micro sont pour la plupart natifs comme moi de Silicon Valley, au sud de San Francisco. Ils ont grandi ici, souvent dans des maisons cossues, à l'ombre des entreprises d'électronique auxquelles la vallée doit son nom. Dans ces banlieues résidentielles de Silicon Valley, les endroits les plus intéressants, ce ne sont pas les maisons, ce sont les garages. Voici mon garage et voilà mon bric-à-brac. Je dois être le seul type du quartier qui utilise son garage pour ranger sa voiture. Tous les autres s'en servent de local pour démarrer une entreprise d'informatique et faire fortune. Moi, je n'ai pas fait fortune. Je suis un raté. J'ai écrit quelques logiciels qui ont failli fonctionner et bricolé quelques appareils qui n'ont jamais marché. Mais je suis l'homme de la situation pour vous guider dans le monde de la micro-informatique. À moi, on me dit tout. Là, c'est chez moi. Excusez le désordre. C'est ici que je concocte ma chronique de potin pour une revue d'informatique. Les industries en changement constant comme l'industrie micro vivent de rumeurs et de potins. Et moi, j'en ai fait mon gagne-pain. Mon adresse e-mail est inondée de renseignements confidentiels concernant aussi bien les défauts cachés des nouveaux logiciels que les pires gaudrioles. Ces pourvoyeurs de potins partagent les mêmes passions, le désir de dire la vérité et un amour sans borne pour la technologie. Ce sont ces cinglés d'informatique qui ont nourri de leur ferveur la révolution micro. Les comprendre, eux, c'est commencer à comprendre cette révolution. Et s'il y a un endroit au monde où on est sûr de rencontrer, c'est au Weird Stuff Warehouse, la boutique de bizarreries électroniques la plus courue de la côte ouest. Les fêlés des circuits. Chaque génération en produit son lot. Pendant que leurs camarades de classe jouent au baseball, ces informaticiens en herbe dénichent le circuit intégré de leurs rêves. You know, I'm interested in electronics and technologies and a hobby since I started when I was like 6 or 7, you know. How old are you now, Edwin? 10 right now. Les ordinateurs, c'est un hobby de garçon. L'obsession de spécimens bien particuliers qui préfèrent se colter avec un boîtier électronique plutôt qu'avec un monde plein de gens imprévisibles. Le spécimen technoïde type est un gringalet doté d'un gros cerveau et d'épaisses lunettes, aux antipodes de l'idéal viril du footballeur américain. En Amérique, on l'appelle nerd. Un nerd est quelqu'un qui téléphone aux autres pour leur parler de téléphone. Un nerd informatique est donc quelqu'un qui utilise un ordinateur dans le seul but d'utiliser un ordinateur. What do your friends think of you? Boy, he's a nerd. Yeah. But I don't mind. I'm used to being called a nerd. Can't have other people stop your dreams. Eh oui, à Silicon Valley, les petits garçons rêvent de devenir des jeunes hommes comme celui-ci. Graham Spencer est programmeur. Avec 5 copains d'université, il a fondé Architect, une entreprise de logiciels.
Et pourquoi ces jeunes gens ont-ils décidé de monter une boîte ensemble? Pour la seule raison qu'ils s'aiment bien. Ça se passe comme ça à Silicon Valley. Et c'est aussi comme ça qu'Apple et Microsoft ont démarré. Comme les fondateurs de ces entreprises pionnières à leur époque, ceux d'architectes partagent un rêve technologique. De leur hobby d'enfant, ils ont fait leur profession. Et ils ont spontanément adopté la culture d'entreprise propre au secteur micro. Règle numéro 1, oubliez les horaires de bureau trop contraignants. Dans cette industrie, vous pouvez effectuer vos 100 heures de travail par semaine quand ça vous chante. On programmait pendant 2 jours d'affilée. De temps en temps, on était 4 ou 5, on sautait dans nos voitures et on fonçait au restaurant. À table, on parlait travail. Et il m'arrivait d'être tellement absorbé par la discussion que j'en oubliais de manger. Mais bon, on était une bande de copains. C'était le bon temps. Dans toutes ces jeunes entreprises, on retrouve le même mélange travail-pagaille. Et dans tous les frigidaires, les mêmes pizzas froides et les mêmes réserves de coca. 2 liters of Coke a day. And do you think of it like as brain food? That keeps me going. That and listen to heavy metal and get caffeinated and hack. Je passais mon temps assis par terre, les plans de l'ordinateur éparpillés tout autour. Je me couchais toujours très tard et j'avalais des litres de coca. Ça faisait partie de cette vie. Manger, dormir, avoir une copine, une vie sociale, ça prend du temps sur le temps de codage. Rédiger du code, c'est la force motrice de notre vie. Toute interruption est ressentie comme du gaspillage. Mais qu'est-ce que la logique interne d'un ordinateur peut bien avoir de si séduisant? C'est simple, cette logique est logique. Contrairement à d'autres choses qui demeurent à jamais mystérieuses, comme par exemple la façon de raisonner des filles. Et maintenant, cours de rattrapage en informatique élémentaire, leçon numéro 1. Toutes ces armoires composent une seule machine, un ordinateur grand système. Dans le temps, tous les ordinateurs avaient cette taille et étaient surveillés par des ingénieurs en blouse blanche. Que ce soit mon portable personnel ou ce géant accessible à 2000 utilisateurs, tous les ordinateurs fonctionnent de la même façon. Ils traitent des données numériques. Si une information peut être numérisée, un ordinateur saura la manipuler. Par contre, il ne comprend rien au domaine des sentiments. Pour parler à un ordinateur, il faut utiliser un langage machine, une combinaison de 1 et de 0 appelée code binaire. Programmer un ordinateur a d'abord consisté à manipuler des commutateurs ou à charger des bandes perforées. Des opérations pénibles et compliquées, d'autant plus compliquées que chaque type d'ordinateur utilisait un langage distinct. L'ENIAC, l'ordinateur de l'armée, savait calculer en 20 secondes la trajectoire d'un obus, mais il fallait 2 jours de programmation pour rendre possible ce calcul. Finalement, Grace Hopper, capitaine de la US Navy, résout le problème en inventant un langage de programmation, de l'anglais simplifié, que la machine est capable de traduire en code binaire. Dès lors, on peut utiliser un clavier pour écrire un programme, au lieu de s'enquiquiner avec les commutateurs. Ce premier langage, baptisé COBOL, ouvre la voie à d'autres, tels le Fortran ou le BASIC, qui contribuent à rendre les ordinateurs plus faciles à utiliser. Aujourd'hui, programmer consiste à taper de longues listes d'instructions sur le clavier d'un ordinateur. Avant la révolution micro, le grand public ne voyait jamais d'ordinateur. Ces machines géantes étaient dissimulées dans les sous-sols climatisés des banques et des compagnies d'assurance et n'avaient sur notre vie qu'une influence très indirecte. Quelques écoles ont bien commencé à s'équiper de terminaux, mais sans susciter le moindre intérêt, sauf de la part de quelques élèves qui tombent amoureux de cet univers numérique et qu'on appellera bientôt les nerds. Un jour, j'ai emporté chez moi un livre sur le PDP-8 et c'est devenu ma Bible.
Certains se prennent de passion pour les mots croisés ou pour un instrument de musique. Moi, je ne sais pas pourquoi, je suis tombé amoureux de ces petits schémas qui décrivaient les circuits internes des ordinateurs. Avec un peu de maths, j'arrivais à résoudre des problèmes, à trouver des solutions personnelles, et ça me rendait heureux. On tapait les commandes, on attendait un peu et tout à coup, l'engin nous sortait une réponse. À l'époque, c'était phénoménal, surtout aux yeux d'un gamin de 10 ans. Il suffisait d'écrire un programme en langage basique ou Fortran, et cette machine était capable de s'approprier notre idée et d'une certaine façon de l'exécuter. Et si les résultats correspondaient à ceux qu'on avait prévus, ça voulait dire que le programme fonctionnait. Le tout était palpitant. Posséder son propre ordinateur, le rêve de tous les nerds. Cela a été rendu possible par une innovation technologique. J'ai nommé la puce, le microprocesseur. Voilà ce qui vous permet de poser un ordinateur sur votre bureau. Les ordinateurs des années 50 étaient énormes parce qu'ils contenaient des milliers de ces tubes à vide. Les tubes ont d'abord été remplacés par des transistors, encore trop gros pour construire des ordinateurs domestiques. Puis, on est entré dans l'ère de la miniaturisation. Cette petite plaquette de silicium contient plus d'1 million de transistors. Le microprocesseur a engendré le micro-ordinateur. Et c'est pour ça qu'on parle de Silicon Valley et pas de Computer Valley. Voici le siège d'Intel, fondé par les inventeurs du microprocesseur. Intel a été créé il y a 28 ans par une poignée d'ingénieurs en désaccord avec leur patron. Aujourd'hui, leurs puces font tourner 85% des ordinateurs dans le monde. En même temps que la puce, Intel a inventé la culture informelle d'entreprise, toujours en vigueur à Silicon Valley. Pas de parking réservé, OK Bob au lieu de oui monsieur le directeur, et pas de bureau, seulement des box. Voilà le box du président. Gordon Moore est l'un des fondateurs d'Intel. Sa fortune dépasse les 3 milliards de dollars. Moi, si j'étais aussi riche, j'aurais un bureau, ou au moins une porte. Dans notre secteur, les gens qui comptent sont ceux qui comprennent ce qui bouge. Et ce ne sont pas forcément les dirigeants. Il est fondamental que ces gens-là jouent un rôle décisionnel. Nous nous sommes organisés pour que toutes les personnes compétentes aient leur mot à dire, quel que soit leur statut dans l'entreprise. En 1974, Intel produit la puce 8080, assez puissante pour faire fonctionner des ordinateurs. Mais bizarrement, à Intel, personne n'y pense. Leur produit est destiné aux machines à calculer et aux feux de circulation. Intel détient tous les éléments pour créer la micro-informatique, mais l'étincelle ne jaillit pas. Heureusement, elle s'allumera ailleurs. En janvier 1975, la couverture d'une revue annonce la naissance du premier micro-ordinateur, baptisé Altair 8800. C'est l'idée saugrenue d'un ancien officier de l'armée de l'air, Ed Roberts. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était un projet mégalomaniaque. Si je devais le refaire maintenant, je renoncerais d'avance parce que je verrais tout de suite que c'est impossible. Mais à l'époque, on était jeunes et sans expérience. On ne savait pas qu'on ne pouvait pas le faire. En 1995, on a organisé une exposition pour célébrer le 20e anniversaire du célèbre Altair. Ed Roberts rappelle modestement qu'il a construit cet ordinateur pour la seule raison qu'il rêvait d'en posséder un lui-même. On était quelques-uns à mourir d'envie d'utiliser les ordinateurs. À l'époque, on n'en trouvait que dans les grandes compagnies. Il fallait obtenir une autorisation pour s'en approcher. En fait, personne n'y avait accès. Rien que l'idée qu'on pouvait avoir un ordinateur et l'utiliser comme on le voulait, c'était génial. Cette idée géniale et irréaliste s'est concrétisée bien loin de Silicon Valley et des pontes de l'électronique. Dans le désert du Nouveau-Mexique, à Albuquerque, où Ed Roberts possédait une fabrique de calculatrices appelée MITS. En 1974, MITS est au bord de la faillite.
Je suis allé voir ma banque. Soit ils acceptaient de nous prêter $65 000, soit on fermait. Quand ils m'ont demandé combien je pensais vendre de ces nouvelles machines la première année, j'ai répondu 800, ce qui était plus qu'optimiste. Un mois après le lancement, on recevait 250 commandes par jour. L'Altaïr était vendu en kit. Il fallait s'armer d'un fer à souder et l'assembler soi-même. Le plus souvent, il ne marchait pas, mais il existait. Il n'était pas cher et les cinglés d'informatique se sont rués dessus. Il y a des gens qui étaient tellement impatients d'avoir leur ordinateur qu'ils sont venus camper avec leur caravane sur le parking de Mitz, au lieu d'attendre qu'on leur envoie. This is an Altair computer, the first personal computer. Moi aussi j'ai un Altaïr, et pas n'importe lequel. La deuxième machine fabriquée. La première, envoyée à une revue pour être photographiée, a été perdue par la poste. Cette boîte est donc le plus ancien ordinateur individuel au monde. Une pièce de collection qui marche toujours. Mais pour faire quoi? Sur le devant, il y a des rangées d'interrupteurs et des voyants lumineux. Derrière, il n'y a rien. Aucune prise qui permette de brancher un clavier, un moniteur ou une imprimante. En fait, cette machine ne sert quasiment à rien. Pourtant, ceux qui en possédaient une en 1975 étaient ravis. Très vite, les amateurs d'informatique forment des clubs pour parler de leurs nouveaux jouets. Celui de Silicon Valley, le Homebrew Computer Club, se réunissait dans une joyeuse pagaille tous les mercredis soirs sous la houlette du président Lee Felsenstein, qui faisait semblant de prendre son mandat au sérieux. J'ouvrais la séance en faisant un bruit infernal. C'était le seul moyen d'attirer l'attention dans ce chahut. On se prenait un peu pour des savants fous, au génie méconnu. Mais tout ce qu'on voulait, c'était avoir un vrai ordinateur à nous. Roger Mellen et Harry Garland, tous deux propriétaires d'un Altaïr, avaient rejoint le club parce qu'ils se demandaient ce qu'on pouvait bien tirer d'un bidule aussi inutile. Au club, tout le monde était d'accord. Avec l'Altaïr, on tenait une solution. Il fallait trouver le problème. Programmer l'Altaïr était un vrai casse-tête. Pour lui faire exécuter une opération aussi simple que 2 + 2, il fallait d'abord manipuler 9 interrupteurs différents pour rentrer chacun des chiffres. Ajouter le signe plus, de nouveau 9 interrupteurs. Et si la troisième loupiote en partant de la gauche s'allumait, le résultat était 4. Eureka! À force d'expérimenter et de bidouiller, les membres du club finissent par faire quelques trouvailles qui leur ont laissé de bons souvenirs. Steve Dampier était dans son coin en train de rentrer un long programme. Quelqu'un s'est pris les pieds dans les fils et a débranché l'appareil. Steve a dû recommencer à zéro. On se demandait ce qu'il trafiquait et pourquoi il se donnait tant de mal pour voir clignoter quelques loupiottes. On posait un poste de radio à côté de l'Altaïr et il se mettait à jouer de la musique. Tout à coup, on a entendu The Fool on the Hill. C'était un son de boîte de conserve qui sortait de la radio, mais qui, c'était évident, était provoqué par des impulsions de l'ordinateur. Tout le monde s'est levé en applaudissant. J'ai proposé de décerner à Steve le prix de la grande cruche percée pour avoir trouvé un usage à un bidule inutile, mais je parie que personne ne m'a entendu. C'était très excitant. La première chose que l'Altaïr ait vraiment faite. Pour améliorer les performances de l'Altaïr, il lui fallait un langage de programmation. Une version du BASIC adaptée au petit ordinateur. Mais cet interpréteur BASIC n'existait pas encore parce que les experts s'accordaient à penser que même le BASIC n'était pas assez basique pour tenir dans la minuscule mémoire de l'Altaïr. Les experts avaient tort. L'homme qui apporta cet interpréteur BASIC à Ed Roberts revient aujourd'hui à Albuquerque. Cette fois dans son jet de 15 millions de dollars.
Alors on déplie le tapis rouge. Paul Allen, cofondateur de Microsoft avec Bill Gates, est venu participer aux festivités du 20e anniversaire de l'Altaïr. Thanks, David. Un jour à Boston, j'ai vu sur la couverture d'un magazine la photo d'une machine qui ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé. Je l'ai acheté tout de suite et je me suis précipité chez Bill. Il était en train de jouer au poker comme d'habitude et de perdre de l'argent comme d'habitude. Enfin, pour la dernière fois. Paul m'a montré la photo, c'était clair, cette entreprise aurait besoin de logiciels. Bill a dit, OK, on va appeler ces gens-là pour voir si cette histoire est vraie. Ça commençait à bouger, comme on l'avait prévu depuis longtemps. Et cette industrie naissante n'allait pas attendre pour démarrer que j'ai terminé mes études à Harvard. Alors on a appelé Ed pour lui dire qu'on avait la version basique qu'il fallait pour sa machine, qu'elle était presque prête et qu'on voulait faire une démo. On a écrit un interpréteur basique et Paul a sauté dans un avion. Il a quand même dormi la veille et moi j'ai travaillé toute la nuit pour tout vérifier et revérifier. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. On n'avait jamais fait tourner le programme sur un vrai micro. Paul était très nerveux. On voyait qu'il se demandait si ça allait marcher. Aussitôt dans le bureau, il a commencé à charger les bandes perforées. J'étais mort d'angoisse. Je me disais, ça ne va pas marcher. Et ça a marché. Et ça a été capable de faire quelques trucs simples. Ça a été fabuleux quand Paul a appelé pour me dire que ça avait marché du premier coup. On a vu s'écrire Memory Size. Quoi? Ça a écrit quelque chose? C'était incroyable, le fait que ça ait réellement fonctionné. C'était une percée. Peut-être que Microsoft n'existerait pas si cet écran ne s'était pas animé. Tout pourrait être différent aujourd'hui. Après ce premier succès, Bill Gates sent qu'il doit agir vite s'il veut s'implanter dans la future industrie micro. Il abandonne ses études de mathématiques à Harvard et part pour Albuquerque rejoindre Paul Allen. Ils se sont installés dans un motel en face de Beats, le Sundowner, fréquenté surtout par des prostituées et des dealers. Ils écrivaient la version complète du basique pour l'Altaïr. Petit à petit, Microsoft est né ici, à Albuquerque. On a embauché des copains de lycée et on s'est tous entassés dans cet appartement. On était très jeunes. J'avais 19 ans. Alors on était bourrés d'énergie. Ils ont travaillé très dur en écoutant de la musique très fort. Parfois j'étais obligé de sortir de leur bureau parce que la musique était trop forte. On sortait seulement pour aller à la pizzeria et voir des films d'action. Ils travaillaient toute la nuit. Parfois j'arrivais le matin et je trouvais Bill qui dormait par terre. Je connais encore le code source par cœur. On faisait notre travail avec amour. On peaufinait tous les détails. Et ce perfectionnisme a payé. Enfin doté de son langage de programmation, l'Altaïr devient vraiment utile. Des programmes sont écrits, des jeux, des traitements de texte, des programmes de comptabilité. En moins d'un an, des dizaines d'autres sociétés se mettent à fabriquer des micro-ordinateurs. Même s'il passe inaperçu parce qu'il ne s'adresse encore qu'aux amateurs bien informés, le marché du micro est né.
Nous avons créé une industrie entière et personne ne nous en accorde le mérite. Rien n'existait, logiciel, matériel. Il n'y avait rien de structuré. C'était une époque passionnante. On a organisé la première convention d'utilisateurs où on discutait de ce qui les intéressait. Des entreprises de produits auxiliaires apparaissaient, comme IMSAI ou Processor Technology. On les a oubliés depuis, mais on leur doit les modestes débuts de l'industrie micro. Les premiers ordinateurs individuels étaient vendus par correspondance, des réseaux fermés que seuls les amateurs connaissaient. Pour qu'ils puissent toucher le marché du grand public, il fallait que la bonne parole technologique soit plus largement diffusée. C'est là que vont intervenir les hippies californiens qui trouvent que les micros, c'est, comment dire, le pied. From the safety of secret committees, they talk about the danger of war. Remember that the 60s happened in the early 70s, right? So we have to remember that. And that's sort of when Le mouvement hippie a débuté quand j'étais à la fin de l'adolescence. C'est une culture que je connais très bien. The spark of that. À la base, on trouve l'idée que la vie peut offrir autre chose que ce qu'on voit tous les jours. C'est la même idée qui pousse les gens à vouloir devenir poètes au lieu de banquiers. Je trouve ça merveilleux. J'ai la certitude qu'on peut intégrer cet état d'esprit dans des produits fabriqués en usine et que les gens sentent la différence. Pour vous aider à assimiler la philosophie hippie, je vais me déshabiller. Je suis chez Jim Warren, et quand on rend visite à Jim Warren, on est obligé de se mettre à nu. Il refuse d'accorder des interviews en dehors de son jacuzzi. On l'aura compris, Jim Warren est un hippie depuis toujours. Mais un hippie qui a fait fortune, en organisant la West Coast Computer Fair, sorte de Woodstock informatique annuel. À l'époque, c'était quand même le plus grand salon de micro-informatique au monde, et c'est là que les micros ont vraiment commencé à se vendre. Jim est persuadé que la contre-culture des hippies californiens a joué un rôle moteur dans l'évolution des micros. L'idée dominante, c'était le partage. On partageait sa cam, son lit, sa vie, ses espoirs. Cet esprit communautaire se retrouvait aussi au club Homebrew. Dès que quelqu'un résolvait un problème, il fonçait au club. Et pendant la réunion, c'était du genre « Vous savez ce problème qu'on n'arrivait pas à résoudre? J'ai trouvé la solution. Je suis pas un type génial ?» Je maintiens que ce qui a permis un développement aussi rapide de la technologie, c'est cet esprit de partage. Tout le monde était gagnant. De ce grand bouillon d'idées a surgi Apple Computer. Ses fondateurs, deux genoux qui viennent de passer leur bac, ne ratent pas une réunion du club Homebrew. Le génie de la technique coule dans les veines de Steve Wozniak, surnommé le magicien Woz, et le génie des affaires dans celle de Steve Jobs. Steve Wozniak a bricolé sa propre machine. Il l'apporte au club pour épater ses copains. J'étais trop timide pour prendre la parole pendant les réunions. Mais après, les gens venaient voir l'ordinateur que j'avais construit. Chaque semaine, je l'améliorais un peu. Je les laissais se servir du clavier et je leur expliquais comment ça marchait. Aujourd'hui, je saurais aller voir les gens et me montrer plus promotionnel. Mais à l'époque, je ne savais que répondre à des questions précises. Mais quand même, je suscitais pas mal d'intérêt au club. Steve l'a remarqué et m'a dit « On va monter une société pour vendre ce machin ». Il a trouvé le nom d'Apple et voilà comment tout a commencé. Le premier ordinateur Apple a été construit dans ce garage. Et j'y étais, enfin, pendant une journée. J'ai été l'employé numéro 12 d'Apple. Il m'avait embauché pour faire un jour de manutention. L'entreprise est à court de liquidités, m'a dit Steve Jobs. Et il a offert de me payer en actions. J'ai refusé, ma mère me le reproche encore aujourd'hui. L'Apple I n'était pas vraiment un ordinateur.
Tout juste une carte de circuit sans boîtier ni clavier. Pourtant, Steve Jobs se débrouille pour en vendre 50 exemplaires. Il acquiert alors la certitude qu'il existe une foule de clients potentiels pour un vrai micro et se met à rêver à l'Apple II. Il y avait d'évidence un certain nombre d'amateurs d'informatique capables d'assembler eux-mêmes un ordinateur à partir de notre carte. Mais il était évident que pour chacun de ceux-là, il en existait 1000 autres qui ne savaient pas bricoler du matériel, mais qui désiraient ardemment créer et utiliser des programmes, comme moi quand j'avais 10 ans. Mon rêve pour l'Apple II, c'était de commercialiser le premier ordinateur pratique à utiliser. À l'époque, c'est infaisable. Trop cher et trop compliqué à fabriquer, parce que nécessitant trop de puces. Mais Woz le magicien ne sait pas ce que veut dire infaisable. Je me suis dit, pourquoi l'ordinateur et le moniteur devraient-ils avoir chacun leur mémoire? Ils n'ont qu'à partager la même. Ça faisait des puces en moins. Et je me suis plongé dans les manuels et j'ai déniché une puce qui faisait le même travail que 5 autres. Comme ça, petit à petit, j'ai réduit le nombre de puces. Résultat, génial. Un ordinateur avec écran couleur sur lequel on pouvait programmer des jeux ou tout ce qu'on voulait. C'était la machine dont j'avais toujours rêvé pour moi-même. Et Steve m'a dit, je crois qu'on va pouvoir en vendre 1 millier par mois. 1 millier, c'était complètement invraisemblable. Mais pour lancer la fabrication, il nous fallait quelques centaines de milliers de dollars. Pour nous, c'était une somme énorme. On n'avait pour ainsi dire rien sur notre compte en banque. Alors je suis parti à la chasse aux capitaux. À 19 ans, Steve Jobs relève le défi. Il faut convaincre des financiers qui investissent dans les activités de pointe. Il rencontre Arthur Rock, l'inventeur du financement de l'innovation et un des fondateurs d'Intel. Il portait des sandales et avait les cheveux longs, très longs, barbe et moustache aussi. Mais il s'exprimait remarquablement. La première fois qu'il est venu me voir, il était dans une période où il avait décidé de ne manger que des fruits. Malgré le côté hors norme du jeune entrepreneur, Arthur Rock se lance dans l'aventure. Il accorde les fonds nécessaires pour faire fabriquer 1000 Apple II dans une usine de Silicon Valley. Deux ans séparent l'Altaïr de l'Apple II. 2 ans de progrès. L'Altaïr, destiné au marché restreint des amateurs qui s'y connaissent, a une allure d'ampèremètre à côté de l'Apple II qui, lui, ressemble vraiment à un produit de consommation. C'est le premier micro à posséder une coque en plastique moulé, imposée par Steve Jobs, qui a un sens aigu du design. Et il n'est pas seulement joli à regarder, c'est aussi un bijou d'ingénierie. Prenons le contrôleur du lecteur de disquette, un modèle d'efficacité. Il contient 8 puces, alors que ceux des concurrents en ont 35. C'est l'œuvre de Steve Wozniak, le Mozart des circuits intégrés. Résultat, dès sa sortie, l'Apple II fait un tabac. Le lancement a lieu en 1978 au Salon de l'informatique organisé par Jim Warren. Parmi les dizaines d'exposants, une seule compagnie propose une machine qui ressemble réellement à un micro-ordinateur moderne et non à un kit de bidouilleur. Il suffit de voir l'Apple II pour être ébloui. Et comme Steve Jobs s'est débrouillé pour obtenir le meilleur emplacement du salon, tout le monde le voit. On a fait un triomphe. Les acheteurs faisaient la queue devant le stand. C'est là qu'Apple a décollé. Pendant les 2 années suivantes, Apple connaît une croissance explosive. Dans une ambiance euphorique, la jeune entreprise, installée dans des bureaux à Cupertino, toujours en Californie, gagne de l'argent à foison. Les deux Steve ont une vingtaine d'années et certains de leurs employés sont encore plus jeunes. Chris Espinosa a 14 ans quand il est embauché pour faire des démonstrations aux acheteurs. Presque 20 ans plus tard, il travaille toujours chez Apple.
On faisait les démonstrations le mardi et le jeudi après-midi, après l'école. Imaginez, je sortais de classe, je sautais sur ma mobilette, je fonçais au bureau et à 3h pile, je commençais les démos sur l'Apple II. Au bureau, on n'arrêtait pas de trafiquer les téléphones pour se faire des blagues. Pendant 1 an ou 2, il n'y a eu personne à Apple pour se prendre au sérieux. On avait la chance de vendre le produit à la mode. Des années plus tard, il m'est arrivé de rencontrer des clients de cette époque. Et ils me racontaient comment ils avaient décidé de démarrer une chaîne de magasins après avoir assisté à une de mes démos du mardi après-midi. Ça marchait tellement bien que Steve et moi, nous aurions pu nous arrêter de travailler si on avait voulu. Une telle réussite, vraiment, je ne m'y attendais pas. L'Apple II devient le modèle du micro. Des entreprises rivales surgissent un peu partout, flairant la bonne affaire. Mais le marché du micro est toujours limité au marché des amateurs, des barbus qui trouvent qu'un micro fait merveille pour contrôler un réseau de trains électriques. Pour toucher le marché du grand public, les micros doivent montrer qu'ils ne sont pas des gadgets. Monsieur Tout-le-Monde n'a pas besoin d'un joujou électronique. L'application qui va faire vendre des milliers d'Apple II s'appelle VisiCalc. C'est le premier tableur. L'œuvre commune d'un étudiant de l'école de gestion d'Harvard, Dan Bricklin, et d'un programmeur, Bob Frankston. Un tableur, c'est une feuille de calcul électronique. L'idée germe dans le cerveau de Dan Bricklin pendant un cours de planification financière. À l'époque, les feuilles de calcul sont des tableaux noirs remplis de chiffres en lignes et en colonnes. Les entrées et sorties financières de l'année en cours et les prévisions pour les années à venir. Le tableau est structuré de façon à ce que les valeurs soient reliées entre elles. Modifier un chiffre exige de recalculer tous les autres chiffres qui en dépendent. Se tromper une fois provoque une série d'erreurs en chaîne. Le professeur proposait divers scénarios aux étudiants qui devaient calculer de quelle façon chacun d'entre eux affecterait les bénéfices d'une entreprise fictive. Ces exercices étaient très laborieux pour Dan Bricklin qui n'était pas très fort en calcul mental. Et il rêvait d'un ordinateur qui viendrait remplacer toutes ces opérations manuelles très ennuyeuses. J'ai imaginé un tableau magique qui fonctionnerait comme un traitement de texte. Quand on change un mot, il repagine automatiquement. L'idée du tableur, c'est que quand on change un chiffre, il recalcule automatiquement toutes les valeurs qui en dépendent. Pour gagner du temps, Dan Bricklin demande à son ami Bob Frankston de l'aider. Ils se partagent la tâche. Dan analyse et peaufine le concept. Bob rédige les lignes de code. En quelques mois, le travail est bouclé. Bon, je vais remplacer 100 par 4321. Ça y est, c'est recalculé. Quel temps gagné. Tous ceux qui le voyaient l'achetaient. Je me souviens de l'avoir montré à un comptable près d'ici. Il s'est mis à trembler. Ce qui me prend des journées, je pourrais le faire en 1 heure. Les gens brandissaient frénétiquement leur carte de crédit. Quand je revois ces gens maintenant, ils me disent « Vous avez changé ma vie. Faire de la compta est devenu amusant. » Personne ne savait ce qu'était un tableur. J'ai choisi le nom VisiCalc parce qu'il faisait bien passer l'idée d'un calcul immédiatement visible. VisiCalc est commercialisé en octobre 1979. Prix de vente, $100. Au début, on ne peut le trouver que dans une seule boutique, celle de Marv Goldschmidt. VisiCalc a permis aux gens obsédés par les chiffres, que ce soit pour leur travail ou dans leur vie privée, de connaître le montant de leurs avoirs, de savoir s'ils respectaient leur budget, etc.
Ça leur a permis de faire des prévisions pour l'avenir. Ça leur a permis de mieux contrôler une autre dimension, celle des chiffres. Les ventes de VisiCalc décollent très rapidement. Les petits patrons et les cadres financiers se jettent sur ce programme capable de prédire l'avenir en un clin d'œil. Et par la même occasion, ils se jettent sur l'ordinateur pour lequel VisiCalc a été conçu, l'Apple II. Le micro est entré dans le monde de l'entreprise grâce au tableur. Un outil performant, convaincant, très vite indispensable. C'était l'outil des années 80, la décennie qui commençait. Décennie de l'argent roi, où la cupidité devenait vertu. C'est l'époque des Golden Boys, où les jeunes diplômés veulent tous faire une carrière éclair à la bourse, où les fortunes s'amassent et se désintègrent en 1 minute. C'est l'époque des yuppies et de leur étalage de luxe. En l'espace de 5 ans, le jouet de 1975 s'est hissé au rang de technologie capable de faire évoluer notre société. Le tandem Apple II VisiCalc a lancé la révolution micro. Tout le monde était emballé par ce qu'on faisait. Comme pour Internet aujourd'hui, les médias en parlaient tout le temps. Chaque fois qu'on ouvrait un journal ou un hebdo, on tombait sur un article qui parlait de ces petits ordinateurs qui montent. Apple était la société phare. On nous décrivait comme les leaders d'une révolution. Et nous, on y croyait vraiment. On allait changer la vie des gens. Une réussite prodigieuse pour une entreprise née dans un garage seulement 3 ans plus tôt. Une réussite qui n'a pas souri à tous les pionniers de la micro. Dan Bricklin décida de ne pas breveter son idée de tableur. D'autres s'en emparèrent et il n'a touché aucun droit sur les millions de tableurs, autres que VisiCalc, vendus dans le monde depuis 1979. On peut peut-être regretter de ne pas avoir aussi bien réussi que d'autres. Ce serait agréable d'être multimilliardaire. Mais si on ne l'est pas, c'est en partie parce que ce n'était pas notre ambition. On avait la mentalité de l'époque. On voulait changer le monde, améliorer la vie des gens. Et on l'a fait. D'après ces critères-là, nous avons magnifiquement réussi. Et Ed Roberts, qu'est-il devenu ? 3 ans après la fabrication du premier Altaïr, sa société, MITS, n'était plus qu'un fabricant parmi d'autres. Il la vend, retourne à l'université et entame une nouvelle carrière. Médecin généraliste. Je ne pensais plus à tout ça depuis des années. Mais récemment, des gens ont commencé à s'attribuer tout le mérite de ce que nous avons réalisé à MITS. C'est nous qui avons sué et travaillé, et ils essayent d'en récolter les lauriers, c'est frustrant. L'inventeur du premier micro-ordinateur n'a jamais fait fortune. Par contre, ceux qui ont su exploiter l'idée... En 1980, Apple est introduite en bourse. Du jour au lendemain, ses fondateurs, actionnaires majoritaires, sont parachutés multimillionnaires. Je pesais $1 million à 23 ans, 10 millions à 24 et 100 millions à 25. Mais ce n'était pas le plus important, parce que je n'ai jamais été motivé par l'argent. C'était une petite entreprise d'amateurs, comme il s'en crée tous les jours. Au début, on n'aurait jamais cru aller si loin. On l'a fait pour s'amuser. Mais à l'époque, pendant une période de temps très courte, quand on savait dessiner les plans d'un ordinateur, on pouvait en faire un succès énorme, comme l'Apple II.
Rappelons-nous qu'au début 1975, c'est incroyable, personne ne possédait de micro-ordinateur. En l'espace de 5 ans, c'est un secteur industriel tout entier qui a émergé ici, à Silicon Valley. Un secteur qui pèse déjà plus d'1 milliard de dollars, créé par des adolescents qui ont fait de nous tous des nobs. La demande est énorme et les nouvelles entreprises poussent comme des champignons. En tant que champignon numéro 1, Apple s'est approprié 50% du marché. Mais le croque-mitaine n'est pas loin. Il existe une entreprise dont le nom est synonyme d'informatique. Une multinationale qui entend régner sans partage sur le marché des ordinateurs, gros ou petits. IBM va entrer dans la danse et bientôt faire trembler Silicon Valley. Il y a 20 ans, les micro-ordinateurs n'étaient que des joujoux électroniques destinés aux cinglés d'informatique. Les choses ont bien changé. Aujourd'hui, micro égale business. It just goes to show you that people can be bought. If you're really an exciting I want to see a blue alarm motor. If they got that. Comment l'industrie du micro est passée de 0 à 100 millions de machines vendues. Telle est l'incroyable histoire que je vais vous raconter. Bien sûr, les entreprises pionnières comme Apple y jouent leur rôle. Mais le secret de cette transformation de gadget initial en business international tient en 3 lettres. IBM. IBM, c'est l'entreprise américaine par excellence. Au fil des ans, le fondateur Tom Watson, puis son fils Tom Jr., ont hissé leur entreprise au premier rang mondial de fabricants d'ordinateurs. Pendant des années, IBM n'a fabriqué que des machines géantes vendues, installées et réparées par des légions d'employés en costume bleu marine qui ont valu à l'entreprise son surnom de Big Blue, la Grande Bleue. En 1980, la culture d'entreprise IBM des années 60 est toujours en vigueur. On dit alors qu'IBM ne licencie jamais personne, exigeant seulement de ses employés une obéissance sans faille. On dit aussi que les employés sont conservateurs, avec pour toute ambition de remplacer leur chef, et qu'ils occupent leur loisir à laver leur voiture. Me voici devant le QG interplanétaire d'IBM, l'une des plus vastes multinationales au monde. C'est une véritable galaxie avec des centaines de milliers de citoyens, son administration et sa culture. Il ne lui manque que des forces armées. Je vais visiter la galaxie IBM en compagnie de Sam Albert, un ancien cadre de la société. Je me suis déguisé comme il convient de l'être, mais pour vraiment se mettre dans l'ambiance, nous allons interpréter une des chansons du livret IBM de 1959. Voilà, numéro 74 sur l'air de Jingle Bells. 3, 4. IBM, heureux homme, toujours souriant. Notre joie, c'est de vendre le jour et la nuit. Fidèles hommes de Watson, associés de TJ. Nous aidons l'humanité, c'est pourquoi nous sommes si gays. Attention, gay n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Okay, let's go. I guess it was okay. Perfect. Quand j'ai débuté à IBM, il fallait respecter un code vestimentaire officieux, mais obligatoire quand même. Chemise blanche et col amidonné. Le jour où j'ai commencé, un homme tiré à 4 épingles m'a arrêté à l'entrée de l'immeuble. Vous êtes de chez IBM ? Oui. Dans son costume 3 pièces, il m'a dit « Pourriez-vous remonter le bas de votre pantalon, s'il vous plaît ?» Avant que j'aie fait un geste, il s'en était chargé. « Et vous ne portez pas de fixes chaussettes ?» Comment ? Mais vos chaussettes, elles ne tiennent pas, il vous faut des fixes chaussettes. Et j'ai dû aller en acheter. IBM, c'est comme la Suisse.
Conservatrice, bâillant d'ennui, mais prospère. Chaque décision à prendre étant débattue dans de multiples commissions, il était presque impossible d'en prendre de mauvaises. Ni même de décisions tout court. IBM n'est que hiérarchie, procédure, immobilisme. Autant dire que tout y est long et lent. À la fin des années 70, les fabricants de micro-ordinateurs comme Apple connaissent une croissance tellement spectaculaire que même IBM ne peut l'ignorer. The Apple II, small, inexpensive, simple to use. Comment ? Il existe un nouveau marché pour les ordinateurs et IBM en est absent ? En 1980, le géant immobile décide d'entrer dans la danse. Des milliers de gens ont commencé à acheter ces petites machines et ils les adoraient. On en voyait dans les bureaux de nos clients parce qu'elles pouvaient réaliser des tâches pour lesquelles nos gros ordinateurs n'étaient pas prévus. JB wanted to know why I'm doing better than all the other managers. Apple était en train de devenir synonyme de micro-ordinateur. IBM ne pouvait laisser piétiner ses plates-bandes sans réagir. Ils en parlaient religieusement. C'était inquiétant, ils perdaient confiance en nous. Il nous fallait notre propre micro pour redorer notre image. Pour la première fois de son histoire, IBM doit agir vite et personne ne sait comment s'y prendre. Personne, sauf un ingénieur, forcément un peu farfelu. En 1979, Bill Lowe dirige un petit laboratoire de recherche IBM à Boca Raton, en Floride. Au cours d'une réunion du comité de direction, il affirme qu'il connaît le moyen de sortir IBM de l'impasse. Frank Carey, qui préside le comité, l'écoute avec attention. Quand j'ai dit que j'avais une idée pour réaliser notre propre machine, Carey a répondu « Malheureusement, tout le monde sait qu'à IBM, il faut 4 ans et 300 personnes pour réaliser quoi que ce soit. » J'ai dit « Donnez-moi 1 an et vous aurez un PC IBM. » Il a terminé la réunion en disant « Apportez-moi un rapport dans 2 semaines. » Concevoir et réaliser une gamme IBM de micros en 1 an, absurde. Mais Bill Lowe avait une idée derrière la tête, un concept, plutôt qu'un produit proprement dit. Puisqu'IBM n'a pas le temps de mettre au point son propre micro, on va acheter tous les composants à l'extérieur, les assembler et leur coller l'étiquette IBM. En jargon industriel, cela s'appelle architecture ouverte, et c'est du jamais vu à IBM, une véritable hérésie. C'est pourtant cette hérésie que le comité de direction va entériner quand Bill Lowe lui soumet son rapport à la date fixée 15 jours plus tard, propulsant l'ingénieur iconoclaste au poste de responsable du projet. No, actually, that's the Xerox section. Here we go. Might have been lost to history. Yeah, we'll put it in the IBM section. Once IBM had decided to do a personal computer, mettons-nous à la place d'IBM en 1980. De quoi avons-nous besoin pour assembler notre PC ? Une unité centrale. Un moniteur. Un clavier. Et voilà un PC. Enfin presque. Il en manque encore la moitié. Leçon numéro 2 du cours d'informatique élémentaire. Dans un PC, on a d'un côté l'élément matériel et de l'autre l'élément logiciel, c'est-à-dire les programmes. Une machine ne sert à rien si elle n'est pas pourvue de 2 logiciels de base. D'abord, un langage de programmation qui permet de saisir les instructions sur un clavier. Ensuite, un système d'exploitation. Une sorte de gérant interne qui indique à l'ordinateur, par exemple, comment le clavier est relié à l'écran, comment enregistrer les fichiers sur une disquette ou comment lancer une application. Les systèmes d'exploitation portent des noms comme Unix, MS-DOS ou autres. Des noms rébarbatifs, mais qui ont fait de Bill Gates l'homme le plus riche du monde. Une histoire très édifiante.
IBM, donc, a décidé de se procurer des logiciels pour micro. Mais à qui les acheter? En 1982, deux hommes se partagent le marché. Gary Kildall, 39 ans, docteur en informatique, et un tout jeune homme de 24 ans, Bill Gates. Sa société, Microsoft, n'est encore qu'une petite entreprise. Son créneau, les langages de programmation dont elle est le principal fournisseur sur le marché naissant de la micro-informatique. Gary Kildall, quant à lui, vend le système d'exploitation que tous les micros utilisent, le CPM. C'est lui-même qui a inventé ce premier système pour micro. Sa société, baptisée modestement Intergalactic Digital Research, le commercialise sous licence. The creator of CPM and president of digital research about CPM and its importance. J'avais besoin d'un système d'exploitation. Comme il n'en existait pas, je l'ai écrit moi-même. Et puis, il s'est trouvé que d'autres gens en avaient besoin aussi. Alors, ça s'est fait naturellement. J'ai commencé à le vendre. Dans l'esprit de Gary, les choses étaient parfaitement claires. Bill s'occupait de langage et lui, il s'occupait de système. Il était persuadé que ça ne changerait jamais. Pourtant, les choses vont changer, à cause de la personnalité des deux hommes. Gary était assistant dans mon université. Quand j'allais le voir, on s'installait dans son jacuzzi, on fumait des joints et on discutait de la misère du monde et de technologie. Il adorait les gadgets, tout comme moi. D'ailleurs, je les adore toujours. Faire des affaires ne l'intéressait pas. Il aimait travailler sur des projets qu'il passionnait. Ce n'était pas son genre de se précipiter pour breveter chaque ligne de code du CPM et d'essayer d'en extraire le moindre dollar. Gary n'était pas un battant. Il évitait les conflits. Il les détestait. Bill, au contraire, n'a jamais reculé devant un conflit. Qui est Bill Gates? Le musée de Microsoft nous propose une rétrospective. Le petit Bill a grandi à Seattle, où son père était un avocat de renom. Une famille bourgeoise et ordinaire. À plus d'un titre, sauf un, chez les Gates, on entretient l'esprit de compétition comme la flamme olympique. Je me souviens d'avoir passé un week-end chez sa grand-mère. Tout était prétexte à compétition. Même les invités devaient participer. Il y avait des enjeux pour tout. Qu'on joue aux cartes, au ballon ou qu'on se baigne. Le gagnant était toujours récompensé et le perdant toujours sanctionné. Un jour, on était dans la maison de ses parents. Bill tenait mordicus à me montrer qu'il était capable de faire un puzzle en 4 minutes. Sur la boîte, il était marqué « Si vous êtes un génie, vous ferez ce puzzle en 7 minutes ». Il voulait absolument le défaire et le refaire devant moi. Je lui ai dit « Non, c'est pas la peine, je te crois sur parole ». Bill Gates semble vivre dans un monde à part. Quand il travaille, il ne faut pas lui demander de penser à quoi que ce soit d'autre. La veille d'un salon à New York, notre démo s'est plantée. Bill a travaillé dessus toute la nuit. Le matin, ça ne lui est pas venu à l'esprit de s'arrêter 10 minutes pour aller prendre une douche. Pourtant, il en aurait eu bien besoin ce jour-là. IBM va charger Jack Sams de prendre les premiers contacts en vue de choisir le fournisseur de son système d'exploitation. Entre Gary Kildall et Bill Gates, Jack Sams choisit de téléphoner à Bill Gates. Quand j'ai appelé Bill Gates, j'ai juste dit que je souhaitais venir le voir pour discuter de ses produits. Bill a proposé un rendez-vous la semaine d'après, mais ils ont répondu qu'ils voulaient le voir le lendemain. Steve Ballmer, encore un futur milliardaire, vient d'entrer à Microsoft. À l'époque, il est le seul de l'équipe à avoir reçu une formation commerciale.
Gates et Ballmer, conscients du caractère crucial de ce rendez-vous, se mettent sur leur 31. Bill m'a demandé d'assister à la réunion parce que j'étais le seul autre type qui faisait pas trop nigo en costume cravate. On est arrivé vers 2 heures. Un jeune homme est venu nous chercher à l'entrée de l'immeuble. J'ai cru que c'était le garçon de bureau, mais évidemment c'était Bill. Il était très accommodant. Quand on a sorti l'accord de non-divulgation, comme quoi Microsoft était tenu à la confidentialité mais pas nous, il a signé sans hésiter. Ce n'était pas évident. On nous a demandé de signer des tas d'accords bizarres qui permettaient à IBM de faire tout ce qu'il voulait et d'utiliser tous nos secrets. Il fallait une bonne dose de confiance. Jack Sams souhaite que Microsoft lui fournisse à la fois un système d'exploitation et un langage de programmation. Seulement, Microsoft n'a pas de système d'exploitation. Ils ont cru qu'on en avait un, parce que le nom de CPM figurait sur un de nos produits. On a dû leur dire qu'on était prêt à s'occuper des langages, mais qu'il faudrait trouver un système ailleurs. Quand on a compris ça, Bill a dit que Gary Kildall pourrait sans doute nous proposer quelque chose. Alors je lui ai demandé d'appeler Gary. Alors Bill a décroché le téléphone et il a dit « Gary, je t'envoie des gens importants, tâche de les recevoir comme il faut. » Alors les hommes d'IBM prennent l'avion pour la Californie et se rendent dans cette maison, le siège de Digital Research. Recevoir la visite de représentants d'IBM, c'est comme si la reine passait prendre le thé, comme si le pape venait demander conseil, comme si Dieu lui-même frappait à la porte. Qu'ont fait Gary et Dorothy Kildall? Ils les ont renvoyés. Gary était occupé ailleurs. Alors c'est sa femme Dorothy qui nous a reçus. IBM a sorti son accord de non-divulgation. Évidemment, avec du recul, c'est facile de dire que Dorothy a pris une décision idiote. Elle a lu attentivement le contrat, les clauses de confidentialité, etc. Et elle a déclaré « Je ne peux pas signer ça ». Elle a fait son boulot. Elle a appelé un avocat pour examiner cet accord de non-divulgation. Il a littéralement vomi dessus. Bref, tout ça était très désagréable pour les gens d'IBM, qui n'avaient pas l'habitude d'attendre. Avec en plus l'ambiance chaotique qui était toujours celle de cette maison. On a passé toute la journée avec les avocats des uns et des autres à ergoter pour savoir si elles pouvaient commencer à envisager de discuter avec nous. Et on est parti. Digital Research a perdu la partie avant même de l'avoir entamée. Les représentants d'IBM se tournent de nouveau vers Microsoft. Bill Gates n'est pas du genre à donner une deuxième chance à un concurrent. Il sait voir l'affaire du siècle et la saisir. Il fallait que quelqu'un le fasse. Sinon IBM allait abandonner son projet de PC. Si IBM laissait tomber, ça voulait dire qu'on n'allait pas leur vendre nos langages. Il fallait à tout prix qu'ils continuent. On était au sans-coup, parce qu'on s'était engagé à écrire pour IBM des versions de BASIC, Fortran, COBOL, enfin de tous les produits de la société, à livrer dans des délais très courts. Le problème restait entier. IBM avait besoin d'urgence d'un système d'exploitation, Bill Gates n'en avait pas, mais il a su exploiter la chance pour devenir milliardaire. Paul Allen, l'associé barbu de Bill Gates, découvre qu'il existe sur le marché un deuxième système d'exploitation. J'ai trouvé une petite entreprise du coin, SCP, où un programmeur, Tim Patterson, avait mis au point un système très rudimentaire, qui ressemblait un peu au CPM de Gary Kildall. Alors on a dit à IBM, on s'occupe d'acheter ce système et de l'améliorer, et vous pourrez sortir votre PC. Pour écrire son système, Tim Patterson s'était, inspiré du CPM de Gary Kildall. J'ai acheté le manuel CPM pour $5 en 1976. Et je m'en suis servi pour établir l'interface de programmation de mon système
This is it. Le voilà, le système de Tim Patterson. À l'origine, il s'appelait QDOS. IBM et Microsoft l'ont rebaptisé PC-DOS. Mais quel que soit son nom extérieurement, il ressemble comme un frère à CP/M. J'ai les deux systèmes sur cet ordinateur et franchement, j'ai du mal à les distinguer. Les commandes sont les mêmes, les répertoires aussi. Une seule différence visible. Le lecteur de disquette s'appelle A sous PC-DOS et C sous CP/M. Pourtant, l'un va rapporter des milliards et l'autre va disparaître. Dans l'industrie micro, le jackpot va toujours à l'exploitant d'une invention et pas à l'inventeur. Dans ce cas, il n'ira ni à Gary Kildall, ni à Tim Patterson. Reste pour Microsoft à acquérir les droits de ce système d'exploitation. On est allé les trouver en disant « On veut acheter ces droits ». Comme toutes les petites entreprises, SCP avait besoin d'argent et a accepté de commencer à négocier. Finalement, on a conclu un accord. On a acheté tous les droits sur le système d'exploitation pour $50,000. L'affaire du siècle. L'affaire qui remplira de milliards les poches de Bill Gates et de Paul Allen, permettant à celui-ci de s'acheter des jouets de ce genre, un gymnase et toute une équipe de basket rien qu'à lui. Microsoft a acheté un système d'exploitation pour $50,000 et l'a revendu sous licence dans le monde entier à près de $50 pièce. Le PC d'IBM est lancé en août 1981, un événement qui va bouleverser à jamais le marché des micros. La très sérieuse IBM apporte à l'industrie micro la crédibilité qui lui manquait. Son PC a été délibérément dessiné pour rassurer les chefs d'entreprise. Il s'agit bien d'un outil de travail, pas d'un gadget ou d'une console de jeu. Mais comme un ordinateur personnel se doit de garder un visage humain, la Grande Bleue se permet un petit sourire dans sa campagne publicitaire. Pas besoin d'être riche ni savant pour avoir accès à cet outil de haute technologie. A person can afford it. A person can put it anywhere. Office, home, or school. Dans son message, IBM apportait sa garantie de qualité au monde de l'entreprise et a fortiori au reste de la population. Your own IBM personal computer. Try it at a store near you. Malgré ce qu'affirme la publicité, la machine elle-même n'est pas meilleure que celles qui sont déjà sur le marché. Les ventes devront s'appuyer sur une application concrète, un logiciel indispensable et qui ne fonctionne que sur cet ordinateur précis. Ce logiciel miracle, ce sera Lotus 123, un tableur. Lotus sera le premier éditeur de logiciels à gagner des millions. En 1981, IBM prévoit de vendre 500 000 PC dans les 3 années suivantes. En fait, ils vont en vendre plus de 2 millions. Euphorique, c'est le mot. On en avait vendu 2-3 millions. Du coup, tout le monde s'est mis à penser à 100 millions. On est passé de la sous-évaluation à la surévaluation. Tous les PC vendus par IBM fonctionnent sous DOS, le système d'exploitation de Microsoft. Au début, la société de Bill Gates ne gagne pas grand-chose à cause des termes de son accord avec IBM, mais elle mise sur l'avenir et son avance sur ses concurrents. Pour nous, le point fort du contrat avec IBM, c'était que nous conservions le droit de céder nos logiciels à d'autres constructeurs. L'histoire des ordinateurs grand système avait montré qu'avec le temps apparaissent sur le marché des machines compatibles, des clones. On avait reçu d'IBM une somme forfaitaire pour notre travail, environ $80,000, mais on ne touchait pas de droits ni pour DOS ni pour BASIC.
On espérait que de nombreux constructeurs concurrents allaient fabriquer des machines compatibles. Quand une société détient 50% des parts d'un marché, comme c'était désormais le cas pour IBM, son produit devient la référence. Même s'il existe d'autres micros qui réalisent les mêmes tâches, les acheteurs veulent de l'IBM. Pour avoir une chance de percer, les concurrents doivent fabriquer des machines semblables. Ils doivent copier le PC d'IBM. Et il existe un moyen de le faire légalement, la rétro-ingénierie. Voici le genre de paradis auquel peut vous mener la rétro-ingénierie si vous vous y prenez bien. Ce modeste cabanon dans la montagne appartient à Rod Canyon, un des fondateurs de la société Compaq. En 1982, Rod Canyon et 3 de ses collègues ingénieurs chez Texas Instruments veulent créer leur propre entreprise. Mais ils ne savent pas quoi inventer. Ils tiennent leur idée après avoir gribouillé un schéma sur un coin de nappe dans un snack bar. Ils vont fabriquer une version portable du PC d'IBM et parvenir à leur fin grâce à la rétro-ingénierie. La rétro-ingénierie part du produit fini, le décortique et l'analyse pour comprendre comment il fonctionne, dans le but de créer un produit identique, ou du moins qui réalise le même travail. En achetant les composants de son PC à l'extérieur, IBM a facilité la tâche des fabricants de clones. Il leur suffit de jeter un œil sous le capot et d'aller s'approvisionner chez les mêmes fournisseurs. Le microprocesseur central, par exemple, vient de chez Intel. Une puce vitale, cependant, fait exception. La puce ROM BIOS, servant à relier matériel et logiciel. Un pur produit IBM, protégé par un copyright et une armée d'avocats. Pour qu'un clone soit compatible IBM, il faut absolument qu'il soit équipé d'une puce ROM BIOS IBM, qui bien entendu n'est pas en vente. Reste donc à se débrouiller pour la copier en toute légalité. Voici la recette de la rétro-ingénierie. Je construis des ordinateurs et je désire fabriquer un clone du PC d'IBM. Je commence par rédiger un descriptif minutieux des fonctions que la puce ROM BIOS doit remplir. Je m'arrête là et j'appelle un homme de loi à la rescousse. Heureusement, Claude Stern, mon avocat, est spécialiste de la rétro-ingénierie. Il va m'expliquer la marche à suivre pour échapper à des poursuites judiciaires. Premièrement, Bob, vous disparaissez du processus. Vous avez vu le produit original, le produit cible. Vous êtes donc contaminé, souillé. À partir de maintenant, nous allons travailler exclusivement avec des gens propres, ceux qu'on appelle des vierges. Ce qui n'est pas mon cas. En effet. Donc, nous allons engager une équipe d'ingénieurs qui n'ont jamais vu le ROM BIOS d'IBM et qui ne l'ont jamais utilisé. On va les soumettre à un test de virginité. Jurez-vous n'avoir jamais tenté de démonter ou décompiler un produit IBM quel qu'il soit. Ensuite, les vierges avérés sont enfermés à double tour et on leur interdit tout contact avec le monde extérieur jusqu'à ce qu'ils aient réinventé la puce ROM BIOS d'IBM. Grâce à mon descriptif, ils connaissent l'état des données avant et après leur passage par la puce. À partir de là, ils émettent des hypothèses sur ce qui leur arrive dans la puce. Hypothèses qu'ils testent et retestent jusqu'à ce qu'ils aient mis au point une puce qui se comporte exactement comme le ROM BIOS cible. Il a fallu plusieurs mois, 15 programmeurs chevronnés et $1 million à Compaq pour réussir ce tour de force. Le premier ordinateur Compaq voit le jour en novembre 1982. L'argumentaire de vente qui l'accompagne est limpide. Compatibilité à 100% avec IBM. Tous les logiciels écrits pour le PC d'IBM pourront tourner sur le portable de Compaq. That extends through all of the software for IBM. Yes. It all works on the Compaq. Which is a data diskette that the program requires. Compaq vend pour moins cher exactement les mêmes ordinateurs qu'IBM. Le succès ne se fait pas attendre.
On a établi un record pour une première année de vente. 111 millions de dollars. Et voilà comment Rod Canyon a pu s'offrir son cabanon à la montagne dans la région des États-Unis où l'immobilier coûte le plus cher. Et voilà pourquoi moi je dépéris d'envie pendant qu'il me décrit les qualités du prochain jet qu'il compte s'acheter. Pauvre IBM, tout le monde semble avoir profité de son renom pour s'enrichir. Intel en particulier vend ses puces aux fabricants de clones à tour de bras. Et elles sont toujours plus petites, plus efficaces et moins chères. Dans quelle galère industrielle le géant IBM s'est-il donc embarqué ? Les prix baissaient chaque année. D'habitude, c'est le contraire. Si on achète une voiture aujourd'hui et une autre dans 4 ans, la deuxième coûtera plus cher. Mais pas dans ce secteur. Si on attend 1 an pour acheter une puce, on l'achète moins cher et elle est plus puissante. C'est merveilleux, mais ça pose des problèmes sur le plan commercial. Dans un secteur où les prix baissent, il faut vendre ses produits très vite, sinon ils valent moins cher. Fabriquer des clones devient de moins en moins cher et de plus en plus facile. On peut même se procurer des puces ROM BIOS garantie vierge. Les rangs des fabricants grossissent et chaque nouvel arrivant grignote la part de marché d'IBM. Le géant est obligé de s'aligner plus ou moins sur les prix du marché, mais ces énormes frais généraux engloutissent les bénéfices. Ça a été vraiment dur à partir de 85. Les prix baissaient de 30% tous les 6 mois. C'était la terreur.